Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 13 décembre 2024. Alors aujourd'hui, vendredi 13, on a le nouveau Premier ministre, notamment en France, qui a été nommé, c'est François Bayrou. On a également quelques chiffres intéressants, que ce soit en France, en Europe ou en Chine. On regardera aussi les grosses variations avec des valeurs qui ont donné leurs résultats et qui ont explosé, et puis quelques valeurs également à suivre sur les marchés, que ce soit en France ou aux États-Unis. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatifs et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors ici, on a le CAC 40 en minutes avec l'ouverture ici légèrement négatif, avant de reprendre. Ça marche en avant. On a pris, on le voit, qu'on a ouvert sur les moins 0,17. On est allé sur les plus 0,5 et puis à partir de 16 heures, ça a un peu baissé. Alors, est-ce qu'on peut l'imputer peut-être à la politique française? Pas vraiment, parce qu'on voit que ça a été sur tous les marchés, pas seulement en France. Donc, la nomination de François Bayrou, même si a priori elle est loin quand même de rassembler tous les partis, ce qu'on espère, c'est un déblocage pour commencer quand même à avoir un budget, un projet de loi de finances et des lois. Le souci, c'est peut-être encore pas terminé en France. Alors, la chute qu'on a eue après la nomination de François Bayrou, je pense qu'elle n'est pas nécessairement due à la politique française, parce que c'est des chutes qu'on retrouve un peu partout. On le voit ici notamment en Espagne, mais je voulais voir surtout en Allemagne, ici sur le DAX, avec la chute, pareil, à 16 heures, assez importante sur les marchés européens. Et évidemment sur les marchés américains, avec le Nasdaq, c'est la même chose, on ouvre en hausse. Sur le Nasdaq, on prend 0,8, on va chercher plus 1,2, et puis on voit qu'à partir de 16 heures, 10 heures, heure de New York, on a commencé à baisser. Donc c'est finalement une baisse un peu globale sur la plupart des marchés. Après, quand même pas mal de hausse. On va regarder le CAC 40 notamment pour voir sur le CAC. Finalement, on est en train un petit peu de congestionner autour des 7004. Les 7384 notamment, c'était le plus haut début 2022, 7384, qui a souvent servi de repère pour le CAC. Donc on y est revenu, et surtout on est en train de congestionner après le rebond entamé au début du mois pour peut-être faire un rallye de Noël. Donc on va pas monter évidemment tous les jours, on va pas prendre 0,5% ou 1% tous les jours. Donc il y a un début de consolidation, mais on voit qu'on n'est pas si haut, parce qu'on n'est même pas allé taper les 70 au niveau du RSI. Donc on a potentiellement encore une marge, et surtout une reprise de souffle un peu, avec toujours le problème politique en France notamment, qui incite pas énormément les investisseurs à investir sur le CAC, même si on sait que la politique française notamment va pas impacter 100% des valeurs, parce que la plupart des valeurs du CAC 40 ont d'importants chiffres d'affaires à l'étranger et à l'international, donc ils ne sont pas tributaires du marché domestique. On va regarder quelques chiffres aussi qui sont tombés. Alors évidemment, on a eu la BCE hier, qui a annoncé la baisse de taux. C'était attendu, on était à 3,40, on passe à 3,15, donc confirmation. Après, toujours les marchés en veulent toujours un peu plus sur les discours, mais ce qui est important, c'est surtout de voir les actes et de voir que la BCE a continué sa baisse des taux. Alors, ça va peut-être se calmer un peu au début d'année 2025, parce qu'on a eu les chiffres sur l'IPC notamment en France, et en France on est revenu à 1,3 en annuel, et même en négatif sur le mois, on perd 0,1, donc en déflation par rapport au mois précédent, et seulement une inflation de 1,3 par rapport à l'année précédente. Donc on a ces chiffres qui arrivent, qui confirme vraiment et l'Europe, on est autour de 2, cette baisse de l'inflation enfin. Donc
la baisse aussi des taux va probablement s'étaler un peu dans l'année. On va pas avoir des baisses de taux constantes les premiers mois de 2025, je pense. La Fed qui devrait annoncer, elle, une baisse des taux également, c'est le 18, je crois, donc la semaine prochaine. C'est attendu par la plupart des marchés. On sait que les marchés américains, eux, ont mieux résisté, ont moins ralenti, et donc on a une inflation également aux US qui est un peu plus forte. On a également la production industrielle. Alors ça, c'est ça en Europe. Et on voit que la production industrielle, elle est revenue à moins 1,2. Donc c'est ça. Et on était à moins 2,8 le mois précédent. Et ce qu'on voit surtout, ce qui est intéressant, c'est les chiffres qui sont en négatif, parce qu'on a la ligne des zéros ici, et qui sont de moins en moins en négatif. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une production industrielle assez médiocre et assez ralentie, mais on n'est pas loin d'avoir peut-être bientôt des chiffres positifs. On le voit par rapport à ici, printemps-été 2024, où on était proche des 7, moins 7. Là, on est quasiment qu'à moins 1. On est bientôt sur la ligne des zéros. On l'a déjà frôlé. Donc, une situation au ralenti, mais qui s'améliore quand même par rapport à ces derniers mois. Donc on voit que l'Europe, elle aussi, avec la baisse des taux qui a été entamée, devrait pouvoir relancer sa croissance. Donc plutôt favorable quand même sur le moyen terme sur l'économie européenne, même si on le voit, c'est pas super non plus, mais ça s'améliore. C'est ça qui est important. Et je voulais voir également des chiffres sur la Chine. On a eu notamment aujourd'hui les nouveaux prêts bancaires. Donc, on sait, la Chine qui met un peu plus d'argent dans l'économie pour relancer la croissance, notamment après la grosse crise de l'immobilier qu'elle a connue. Et alors, on le voit ici sur ce graphe, c'est souvent des prêts bancaires qui augmentent un peu en exponentiel avant de repartir. Donc, on voit qu'on a des tentatives de la part du gouvernement pour relancer un peu de façon sporadique et avoir comme ça des montées, des descentes, des prêts de plus en plus importants. Et on se trouve ici sur ces niveaux-là. Alors on était le mois dernier à 500 milliards de prêts et ce mois-ci on a été à 580, donc un peu plus. Et on voit qu'il y a une certaine augmentation. Donc ce qu'on peut jouer, et on est quand même sur des niveaux assez bas, on le voit. D'habitude on prête quand même beaucoup plus, donc on peut là aussi s'attendre à ce que après les annonces du gouvernement chinois sur de nouveaux prêts, de nouvelles émissions d'obligations, de l'injection d'argent dans les marchés, dans l'économie, qu'on ait de plus en plus de prêts pour aller chercher beaucoup plus. Alors on attendait peut-être un peu plus autour un peu moins des 1000 milliards, donc les marchés sont peut-être un peu déçus, mais avec ce qui a été annoncé, ce qui est déjà mis en place, il y aura certainement également une hausse et des prêts ces prochains mois sur le marché chinois qui vont augmenter et soutenir l'économie. Donc là aussi, je pense qu'à moyen terme, on est plutôt bien orienté. Il n'y a pas tellement de panique si on regarde les chiffres et surtout la dynamique à voir sur ces marchés. L'action du jour, c'est Broadcom. On va la voir après en graphe. Elle a explosé. Elle a explosé pourquoi à la fois pour les résultats, mais surtout aussi pour la visibilité. Broadcom, c'est un peu le Nvidia bis. En termes de chiffre d'affaires, c'est le deuxième au niveau des semi-conducteurs, donc derrière Nvidia, à faire des puces pour l'intelligence artificielle. Et elle a de grandes ambitions aussi pour la suite. On a ici donc les chiffres d'affaires, notamment, qui étaient autour de 8 milliards en 2022. En 2023, on est passé à 11 milliards en 2024, puis 12, puis 13, et on finit à 14. Alors, les chiffres sont souvent assez proches de ce qui est attendu. On le voit, il n'y a pas de grosses variations. Là, on a un petit écart en négatif, mais ce qu'on voit surtout, c'est la progression. 8, 9, 11, 12, 14 et 14,5 de prévu pour le prochain trimestre, avec toujours une grosse progression. Au niveau du bénéfice par action, il a un peu chuté. Pourquoi ? Parce que la valeur, la société a perdu notamment au dernier trimestre. Aux 2 derniers trimestres, elle a perdu de l'argent, c'est-à-dire qu'elle a dépensé plus qu'elle a gagné. Tout en continuant à gagner de plus en plus. Ça veut dire qu'elle fait des dépenses énormes et des dépenses d'investissement. C'est un peu ce qu'avait fait notamment
une partie des clients hein, de Nvidia avec Alphabet, avec Amazon, etc. Donc toutes ces valeurs tech qui investissent dans l'intelligence artificielle, et c'est le cas aussi de Broadcom. Donc Broadcom, elle est en train d'investir énormément pour jouer la continuation de la hausse, le futur et les utilisations de l'intelligence artificielle, donc pour développer ces puces. Ce qui explique hein, la baisse du BPA, du bénéfice par action. Mais sinon, le jour où les investissements vont porter leurs fruits et où elle va commencer à arrêter, parce que là, les investissements, ils sont énormes, forcément, le bénéfice par action, il va réexploser. Et puis, on espère toujours des chiffres d'affaires conséquents, donc toujours plutôt favorables. Et on va voir en graphe ce que ça donne avant de voir les autres valeurs du CAC. Broadcom. Donc les résultats qui ont été donnés, alors je crois que c'était hier soir après bourse, ou ce matin avant bourse, mais je crois que c'était hier. Donc le gap, on était là, on était autour des 180, et puis ça faisait un moment qu'on testait hein, les 183, et puis là les résultats avec les bons chiffres et le discours également, ça a invité donc les investisseurs à acheter énormément Broadcom, qui est sur des plus hauts historiques évidemment, et qui suit un peu la courbe de Nvidia et de l'intelligence artificielle. Donc là aussi, on peut y voir peut-être une Nvidia bis. Il faut noter qu'avec cette explosion, elle passe à plus de 1000 milliards de valorisation. Donc peut-être une nouvelle valeur qui va intégrer les 7 magnifiques. Donc il faudra trouver un nouveau nom avec 8 peut-être. Hein. Mais c'est encore une valeur américaine et une valeur tech qui est en train d'exploser et de continuer de confirmer aussi tout le potentiel de l'IA qui, je pense, n'est pas fini. On en a parlé énormément en 2024. On va probablement encore le jouer en 2025 et après, parce qu'on est peut-être à l'aube d'une révolution qu'on peine encore à quantifier. Mais c'est assez exceptionnel, et on a parlé il y a ces derniers jours hein, d'Alphabet, donc Google, qui avait annoncé hein, la réussite de son ordinateur quantique qui lui permet notamment d'effectuer des calculs extrêmement rapidement par rapport aux ordinateurs classiques. Ça a certainement encore pas toutes les... On connaît pas encore toutes les implications et ce qui va se développer avec ça. Donc là aussi, un statut hein, intéressant pour toutes les valeurs qui sont dans l'IA et qui sont plutôt leaders, et c'est le cas de Broadcom. Donc plutôt à l'achat évidemment. On va regarder le CAC, donc l'indice, on en a déjà parlé, avec cette petite phase hein, de congestion qui est en train de se mettre en place, mais toujours plutôt haussier hein, sur la dynamique, et pas de surchauffe, on l'a vu sur les indicateurs. C'est Renault hein, qui a bien marché, avec AXA qui s'est passé devant en fin de séance. AXA toujours un peu en mode construction. Alors il y avait des annonces assez moyennes sur les assureurs, et puis il y a pas mal aussi de catastrophes, notamment du climatique. Alors je sais pas si AXA ils sont énormément exposés à ça, mais c'est un secteur qui a beaucoup monté, je trouve, dernièrement, et qui va peut-être manquer un peu de catalyseur, et qui a plus de chances hein, de voir peut-être ses marges s'éroder, avec notamment les risques hein, sur lesquels ils vont être obligés de payer, plutôt que de continuer. Alors ça reste une valeur plutôt défensive et qui est quand même amenée à progresser sur le long terme, mais maintenant dans la séquence dans laquelle on est, je suis pas sûr que ce soit la plus favorable à jouer. Renault, on avait parlé hein, depuis un moment, confirmation des 39,5, le rebond, et puis derrière on va tout casser, notamment la moyenne à 200, ce qui avait été en échec ici fin octobre. Et on le dit à chaque fois, un Renault, c'est presque la plus intéressante en Europe, à part les chinoises. Elle a des chiffres excellents, notamment avec les nouvelles gammes qu'elle a sorties dernièrement. L'électrique, elle n'a pas sorti Ampère, elle n'a pas voulu coter Ampère, hein, sa filiale électrique, mais elle s'est associée avec d'autres parties, notamment Geely et Arabi Samco. Il y a un groupe d'Arabie Saoudite.
Et donc elle n'a pas fait appel au marché pour ça, mais elle est en train quand même de développer sa partie électrique. Donc toujours plutôt largement favorable hein, sur Renault qui est en train de confirmer hein, avec ce niveau clé, un peu les 44,2 qui avaient fait obstacle. On va peut-être même, on n'a pas été aussi haut depuis le gap baissier du 24 juillet. Donc on est en train d'aller travailler cette zone-là et donc de confirmer hein, le renouveau de Renault. Alors attention toujours à la grosse zone là autour des 55 où on a du mal à chaque fois, mais à court terme et peut-être à moyen terme, on est toujours plutôt positif. Et puis Stellantis qui revient aussi, mais là, toujours un petit bémol hein, sur Stellantis, il y a le gap baissier sur les 14, on est toujours en dessous. Et on a un graphe quand même qui fait peur malgré la valorisation hein, qui a fondu. Elle n'a pas fondu pour des raisons imaginaires. Hein. Il y a eu beaucoup de problèmes sur Stellantis, donc c'est quand même plutôt compliqué à jouer. Et c'est, à mon sens, encore un peu spéculatif de jouer Stellantis. Vivendi, alors il fallait l'avoir aujourd'hui, hein, donc ça explique les volumes. Pour jouer la scission, donc à partir de lundi, on aura les différentes valeurs, à savoir le reliquat Vivendi, qui est encore au CAC, mais qui va se faire sortir très prochainement, hein, en décembre ou janvier, ils vont se faire sortir parce qu'il y aura plus assez d'actions en circulation et d'échanges hein, sur le reste de Vivendi. Il y aura donc Canal+, Havas et Hachette, qui seront cotés à diverses places, notamment hein, sur Euronext, sur Amsterdam et à Londres. Donc Vivendi qui vit ses dernières heures et on verra hein, le principe, le total que feront ces différentes cotations. Est-ce qu'on aura l'effet souhaité, c'est-à-dire la décote hein, sur le titre? On verra, mais pour l'instant, le marché, on l'a vu, c'est depuis 2 mois. Le marché n'a pas été emballé par les modalités de scission. Et donc, il y a un peu tout perdu depuis l'annonce qui avait été faite il y a 1 an. Ça peut quand même... Alors maintenant, c'est trop tard, évidemment, si on n'est pas dessus, mais on pourra rejouer éventuellement hein, certaines valeurs et puis surveiller le reste. Moi, je suis plus intéressé par Canal+, on verra, ça cotera à Londres. Et alors pour le coup, si on les achète à partir de la semaine prochaine, on pourra pas le mettre en PEA. Hein. Par contre, si vous les avez achetés avant, ça sera encore éligible PEA, les actions notamment Canal+. Et ArcelorMittal. Alors on a tout ce qui est un peu métal là qui reprend son souffle, hein, que ce soit or, cuivre ou d'autres valeurs un peu. Donc Arcelor en relation aussi avec la croissance un peu mondiale et notamment l'acier a un peu de mal aujourd'hui, mais pour moi c'est des sous-vagues dans une vague qui est plutôt haussière. Donc Arcelor, il y a aussi une belle dynamique avec les pays émergents hein. On parle souvent de l'Inde ici, qui est un des pays les plus intéressants en termes de croissance, et Arcelor il devrait performer. Donc sur le long terme c'est plutôt intéressant. Il y a toujours cette baisse depuis janvier 2022, donc ça fait bientôt 3 ans. Et on espère une sortie qui confirmerait un retournement long terme. Donc on voit ce plus haut ici, le deuxième point et peut-être le troisième point hein, par là, donc début 2025 pour sortir. Et ça confirmerait et ça coïnciderait avec un retour un peu de la croissance mondiale un peu partout. Donc là aussi, on peut se servir d'ArcelorMittal pour voir comment va la croissance un peu mondiale, la construction aussi et la santé économique au global. Et c'est plutôt pas mal ce que nous met ArcelorMittal ces derniers temps. On va voir également une action alors un peu spéculative, c'est Ubisoft. Pourquoi? Parce qu'il y avait il y a toujours hein, des rumeurs de rachat et éventuellement de retrait de la cote d'Ubisoft par Tencent. C'est-à-dire que Tencent, le chinois, ils sont déjà en position au capital d'Ubisoft et ils pourraient faire une offre pour acheter la plupart des valeurs des actions et retirer Ubisoft de la cote. Pourquoi c'est
probable parce que déjà Ubisoft a énormément baissé, Ubisoft a des problèmes avec ses jeux, donc elle a des problèmes aussi financiers, elle a dû fermer des lieux, elle a licencié du personnel, donc on voit qu'il y a un certain problème financier chez Ubisoft, donc la probabilité d'une OPA là-dessus, c'est plutôt intéressant et ça fait déjà écho avec ce qui avait été fait il y a 2 ou 3 mois sur Ubisoft, ça s'était pas fait, mais là ça revient un peu à la charge et on voit ici la vente à découvert qui baisse. On était à près de 9%, c'est énorme hein, de vente à découvert et puis subitement on passe à 6%. Évidemment, les vendeurs à découvert, si il y a une offre hein, de Tencent et un retrait de la cote, il y aura une offre supérieure au cours actuel, généralement assez important, ce qui fait que les vendeurs à découvert vont devoir se racheter et se racheter beaucoup plus cher. Donc ça commence éventuellement à se racheter dès maintenant et à arrêter de vendre à découvert Ubisoft parce que le cours pourrait monter rapidement prochainement. On va le regarder. Ubisoft, donc on a eu l'annonce ici, hein, la deuxième, parce qu'on avait déjà une première ici au mois d'octobre, la deuxième ici sur Tencent. Depuis, on repère un peu, mais on repère pas tout, et puis on met du temps quand même pour tout repérer, donc c'est intéressant. C'est spéculatif évidemment, mais on joue éventuellement hein, le retour ici sur les 17, 18, 19 pour éventuellement une OPA de Tencent, ça peut se faire. Et on a quand même une certaine pression hein, sur Ubisoft, qui a énormément perdu. On le voit, ça cotait 80 il y a 4 ans. Ça cotait 45 il y a 1 an et demi. On est à peine à 12 euros actuellement. Donc, il va falloir faire rentrer de l'argent à un moment. Sinon, et si ils acceptent pas, et s'il n'y a pas de partenariat avec Tencent ou de rentrée au capital ou de sortie de la cote, ce sera compliqué, donc c'est un peu un kit tout double hein, sur Ubisoft, je pense. Si on n'a pas des news favorables sur l'OPA prochainement, Ubisoft il risque d'avoir beaucoup de problèmes. Voilà. Et quelques valeurs à surveiller. Alors Alphabet, forcément, hein, avec son ordinateur quantique qui est plutôt sous les feux des projecteurs. Il y a également une participation de 800 millions qui avait été fait dernièrement aussi, toujours dans l'IA, donc des investissements très lourds qui continuent. Donc on a été tapé un nouveau plus haut historique. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer maintenant? Probablement sur le long terme. Maintenant sur le court terme, on peut avoir une petite réticence parce qu'on est super haut. Notamment hein, sur les indicateurs, on a dépassé les 70. On attend plutôt le bas de canal, s'il a lieu, parce que c'est pas sûr qu'on y revienne, mais dans une optique court terme, oui, peut-être le comblage de gap, hein, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, donc après les belles annonces, revenir et se réinvestir sur des niveaux autour de 160 ou 180. Si on y revient, là on voit qu'on a tapé, on commence un petit peu à rendre, mais on aura certainement une dynamique moyen terme et long terme très favorable sur Alphabet. Maintenant ça semble peut-être un peu cher maintenant, et puis la dynamique est un peu peut-être en très court terme à la consolidation et aux prises de bénéfices. Toujours favorable sur Biomérieux, hein, ils sont en train de travailler, on en avait parlé de cette ellipse orange là autour de la moyenne à 200, comme la zone à acheter avant la probable explosion, hein, parce que là on a une belle phase de conso, on a un beau travail sur des zones clés, notamment le rebond sur les 96, et Biomérieux qui est une des rares dans le secteur santé, qui fait pas un peu n'importe quoi, qui fait pas des appels au marché, qui fait pas des augmentations de capital, qui a pas des fondamentaux catastrophiques, comme certaines biotech ou certaines valeurs santé qui sont pas forcément très bien gérées. Et je trouve que Biomérieux, c'est pas forcément le cas, ils sont plutôt intéressants, donc c'est une valeur plutôt solide et qui devrait avoir un début 2025 favorable. Donc là aussi, hein, on la surveille depuis un moment, Biomérieux. Et on a probablement maintenant
la confirmation pour 2025 si on arrive à casser prochainement, hein, les 100, 102, 103 euros. On a eu ce faux départ ici avec la mèche haute le 30 octobre qui a ramené le cours finalement ici avec phénomène de rebond sur support et d'accumulation qui pourrait faire bien repartir le titre, hein, parce qu'on était un peu haut encore. On le voit en termes de MACD, hein, la consolidation n'était pas terminée, mais là, ça semble un peu reparti. On fait même un petit gap haussier. Alors, pas sûr qu'on le tienne, hein. On peut zigzaguer, on peut accumuler ici et puis repartir. Donc, là aussi, valeur santé intéressante. Hoffman qui continue. Alors là aussi, c'est dans la construction, hein. C'est pour ça qu'on peut regarder ArcelorMittal, mais un peu tout le secteur construction. Les chiffres sont pas exceptionnel. Malgré ça, ça remonte parce qu'on vise un peu la reprise. Et on l'avait déjà un peu vu sur Saint-Gobain. On le voit sur pas mal de valeurs. Dans les chiffres macro, c'est pas marquant, mais on a les pays émergents qui sont également un débouché. Les États-Unis qui résistent mieux. Et la Chine qui commence à bouger un petit peu, c'est pas énorme, mais ça commence. Donc forcément, tout ce qui est un peu construction devrait repartir. Et Hoffman, notamment en construction et bas carbone, puisque c'est un peu le truc à la mode, hein, mais qui va devenir une obligation. C'est-à-dire qu'on a des quotas et si on les dépasse, on est obligé de payer. Donc les entreprises, notamment dans la construction, hein, vont privilégier le bas carbone. Et la technologie d'Hoffman, c'est sur les ciments, les clinkers de ciment bas carbone, ils sont faits tels qu'il y a très peu ou pas d'émissions de carbone. Donc, et puis un système aussi de royalties un peu, hein, parce qu'ils vendent leur technologie pour les autres. Donc Hoffman, hein, très favorable. Et on voit le rebond avec les volumes, là, on en avait parlé notamment. Moi, j'étais rentré ici, hein, le 2 décembre, je crois. Et donc la confirmation sur Hoffman, la tendance elle est toujours un peu négative, on le voit, on avait énormément perdu, hein, sur Hoffman Green Cement, a perdu près de 60% en 3 mois, 3 mois et demi. Mais là, on a quand même une grosse reprise, une reprise en V, hein, sur une valeur qui n'est pas technologique, c'est assez rare, et puis avec des gros volumes, qui coïncident aussi avec une possible reprise macro avec ce qu'on a connu en Chine. Donc oui, plutôt bien. Et puis la valorisation du CAC aussi qui était assez basse, donc sur les valeurs françaises, un peu délaissées, ça peut repartir fort. Donc là, on n'est que sur du rebond technique forcément, hein, mais c'est quelque chose qui peut se transformer en retournement long terme si on a la confirmation des chiffres, notamment sur la croissance américaine, chinoise, européenne, avec la construction qui repart, ce qu'on n'a pas actuellement, mais qu'on devrait avoir début 2025. JDE Pitts, hein, là aussi, c'est spéculatif, mais c'est pour moi super intéressant parce qu'on a ces volumes très importants, et puis ces rachats autour des 18,5, et puis c'est surtout cette congestion, cette baisse de volatilité. Et Nestlé, hein, qui devrait monter au capital de JDE Pitts, donc alors ça a explosé, on a tout rendu, mais à chaque fois on est racheté sur les 18, donc c'est le genre de valeur qui peut faire un gros boom et nous apporter rapidement 10 à 20% et aller chercher même plus tard un retournement long terme. Donc là aussi spéculatif à surveiller, il faudra peut-être rentrer rapidement. Et puis Technip Énergie, on en avait parlé, hein, de Technip, je crois, ici, hein, lors de sa sortie le 3 décembre. Oui, une valeur à plébisciter aussi, parce qu'elle a des capacités un peu comme Total, hein, Technip Énergie, elle a aussi pas mal de débouchés aux États-Unis, donc un marché un peu plus résilient qu'en Europe, sur Technip, et un PER pas forcément énorme, donc on a eu une grande période ici de range où il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu ici, je crois, les problèmes avec la Russie, notamment sur l'attitude de Technip, hein, pendant la guerre et le fait qu'elle continue d'acheter aux Russes. Finalement, ça n'avait rien donné, donc le cours était reparti. Et puis dernièrement, hein, on a des beaux signaux avec quelques volumes. La cassure enfin des 24,19.
ce qui a été fait ici le 4 novembre, le nouveau plus haut, la petite conso, et puis on repart sur Technip. Donc là aussi, c'est une valeur plutôt moyen terme, hein, avec le court terme ici sur le 3-4 décembre qui s'achetait. Mais c'est une valeur énergie plutôt favorable et qui est en Europe. Donc, ils ne sont pas toutes favorables en Europe, c'est plutôt aux États-Unis. Mais là, c'est intéressant aussi éventuellement de se placer sur Technip Énergie ou GTT. Hein, il y en a d'autres, des valeurs européennes ou françaises qui sont intéressantes. Mais on n'en parle pas souvent de Technip, c'est plutôt bien. Et au niveau valeur abonnée, il y en avait qu'une, c'était CleanSpark. Dans les services financiers. Alors CleanSpark, ouais. Grosse spéculation par moment, hein, sur le titre. Donc pourquoi pas. Elle a dû émettre un peu des nouvelles actions, parce que quand on voit le nombre de volumes ici, et dernièrement, on a dû un peu changer le nombre d'actions en circulation. On a toujours du mal, on le voit, hein, sur ces niveaux-là, notamment autour des 23, parce qu'on a bien marqué ces niveaux-là, hein, 2021, 2024, les 23 on passe pas. Par contre derrière, on retravaille, mais on vient un peu casser cette zone-là, c'est dommage, les 14 qu'on a tenus pendant des mois, on les a cassés à la baisse. Donc je pense que l'avenir du cours, il est peut-être ici, avec des achats intéressants autour des 8 $. Et si c'est le cas, si on a un retour ici et un début de rebond, oui, acheter CleanSpark pour anticiper justement la cassure ici de notre oblique, qui a déjà été cassé ici, hein, sur un faux départ. Mais souvent, les faux départs, ça annonce des vrais départs qui ont lieu un peu plus tard, c'est-à-dire début 2025, pourquoi pas. Mais pour ça, il faudrait, je pense, avoir un retest, hein, des 7,60 ou des 8 et un rebond. Parce que pour l'instant, à court terme, on est baissier et on évite de rentrer sur une action comme ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent. Et les questions, si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus.